ce dont vous aurez besoin. Il suffira de me le demander par retour de mail ou tout à l'heure en vocal, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Ok, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va commencer direct. Donc, ce que je disais sur donc, la révision. Les révisions que je demande. Est-ce que le partage d'écran se fait? Oui. Vous êtes en train de partager? Oui, puisque je ne vois pas l'écran vert. Bon, mais c'est pas grave. Si vous ne voyez pas les choses, vous me direz au fur et à mesure. Hein. Alors, ce que donc nous devions voir aujourd'hui, c'était donc la partie physique et la partie chimie, donc de révision de base. C'était mon objectif, vous sensibiliser à tout ce qu'on a pu faire, vous remettre en mémoire ce qu'on a pu faire et accentuer si besoin. Alors, la première des choses qui n'est absolument pas à connaître, mais qui était à rechercher dans vos cours, c'était l'objectif. Associer donc un domaine de longueur d'onde à un type de source de lumière. Donc, la première, forcément le visible, j'en parle pas. Les ultraviolets et les infrarouges sont bien à différencier en fonction de leur longueur d'onde, sachant qu'une étoile si elle est de plus en plus chaude, va devoir donc cette étoile absorber un maximum de petites longueurs d'onde, donc notamment les ultraviolets. C'est ce qu'on avait vu avec la loi de Vienne qui nous disait que plus la température de l'étoile est chaude, plus le domaine, les longueurs d'onde maximum absorbées sont petites. Infrarouge, qui est la chaleur que nous percevons sur notre Terre, est en fait le domaine dans lequel on va observer une étoile qui est dite froide, c'est-à-dire une étoile qui fait à peu près 3 4 000 degrés, sachant que notre Soleil nous fait 6 000 degrés. Donc, c'est un soleil donc, qui émet une lumière blanche, vous le savez, puisque vous le vivez tous les jours, blanche puisqu'elle est constituée de toutes les couleurs visibles que nous connaissons. Ensuite, les autres, qu'est-ce qu'il y a? Je vois les galaxies, les supernovas, ondes radio. Je me suis dit, juste avant de continuer, une image qui est célèbre, j'allais dire, la première image donc, que l'on a pu voir dans l'univers, c'est cette image-là de notre galaxie dans les premiers instants de sa formation, entendons à peu près 300 000 ans après le Big Bang, si le Big Bang a eu lieu, il semble-t-il que ça semble confirmer. Et cette image a été prise dans le domaine des micro-ondes. Hein, donc, vous voyez que donc on n'observe pas l'univers par l'intermédiaire donc de notre domaine visible. C'est pas en regardant dans le fond de l'espace qu'on observe cette lumière. C'est le satellite Planck en prenant des images dans toutes les directions à rassembler toutes ces informations dans le micro-ondes en cherchant des ondes, comme il est écrit un peu plus bas, vous avez dû le voir, dans l'ultra-froid, pour qu'il puisse donc observer donc, cette image en se mettant lui-même à une température hyper basse. Donc, vous voyez, c'est ça en fait que l'on appelle une source de lumière. C'est notre environnement de notre espace. Ensuite, quelle est la relation qui relie l'intensité sonore au niveau d'intensité sonore? Le niveau, c'est notre grand L, et l'intensité, elle, c'est notre I. Donc ça, c'est la formule L égale 10 log de I sur I0. Alors, cette relation-là, par exemple, dans les filières que je n'ai pas citées, les DUT informatiques, MMI et RT travailleront également sur ce domaine de l'acoustique. Je dirais qu'en général, tous les IUT, tous ceux qui veulent aller à une IUT, doivent revoir cette partie concernant la notion de spectre sonore et spectre en général, doivent revoir cette partie avant d'aller à leur IUT. Si un son est perçu avec une intensité sonore de 70 dB, que vaut l'intensité du son? Vous avez la donnée donc, de l'intensité seuil, donc de l'intensité acoustique seuil. Et il fallait donc reproduire le calcul qui est ici, qui est simplement de dire je tourne la formule au-dessus pour pouvoir en sortir, en extraire uniquement I sur I0. Hein, et une fois que j'ai I sur I0, ben, j'obtiens de façon très simple I, comme vous avez pu le voir ici. À ce titre, d'ailleurs, je vous encourage, si vous avez rempli vos calculatrices avec les formules, d'attendre vos débuts d'année avant de vider vos calculatrices, et vous ne viderai que les chapitres qui ne seront pas proposés dans les programmes. Pour l'instant, conservez-les, vous verrez que ça pourra vous rendre service, ces programmes.
Qu'est-ce qui différencie le timbre de la hauteur? Nous l'avions déjà vu, c'est que la hauteur, comme je l'ai marqué, deux instruments peuvent jouer une même hauteur, mais un timbre différent, parce qu'ils ont une sonorité différente, donc un timbre différent. Et ils ont une même hauteur parce qu'ils vont jouer la même note, c'est-à-dire que la fréquence du fondamental a la même valeur pour les deux instruments. Peu importe leur spectre sonore, ils auront la même valeur de fréquence fondamentale. Qu'est-ce qu'on appelle le fondamental? Eh bien, c'est dans un spectre sonore, pour l'instant à notre niveau, et ça suffira pour vos premières années, la fréquence la plus faible d'un spectre correspond au fondamental. Ce n'est pas la fréquence dont l'amplitude est la plus haute, c'est vraiment la fréquence qui a la plus petite valeur qui correspond au fondamental. Qu'appelle-t-on effet Doppler? Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que je continue sur cette partie-là? N'hésitez pas, hein, vous m'interrompez. Je n'ai pas accès au Discord, mais s'il y a besoin, vous me dites, s'il y a une question, vous me dites. Hein. À quoi correspond l'effet Doppler? L'effet Doppler, comme on avait pu le voir, c'est si un objet se déplace, est en train de se déplacer en émettant une fréquence particulière, on va se rendre compte que nous, observateurs, on va observer une fréquence différente. C'est ce que j'ai marqué là, hein, la fréquence émise est différente de la fréquence reçue si l'émetteur et le récepteur sont en déplacement relatif. La fréquence est plus grande lorsque l'émetteur se rapproche et la fréquence est plus petite lorsque la fréquence reçue s'éloigne. D'accord? Donc ça, il faut que vous le perceviez. Rappelez-vous toujours le son des pompiers, la voiture avec laquelle on joue. Hein. D'accord? Vous vous rappelez, hein, excusez-moi d'être des ridicules une fois de plus. Je l'ai été suffisamment cette année. Quelle est la relation qui relie un retard d'une information à la vitesse de propagation d'une onde? C'est une formule simple et classique. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette formule? Elle nous dit simplement que la vitesse de l'onde va dépendre de la distance qui nous sépare entre le moment où le signal est émis, m, au moment où il est reçu, en m'. Donc cette distance m' divisée par le temps qui correspond au décalage temporel, c'est-à-dire le décalage où on n'a rien observé en réception, on peut obtenir la vitesse de l'onde. Je vais proposer un exercice. Une onde qui se propage à la vitesse donc, de 20 cm par seconde depuis une source située à 10 cm de la source. Quel est donc le retard proposé par cette onde? C'est ce que je marquais. Donc, si la distance fait 30 cm, comment trouver donc, ce fameux retard? Il suffit que je me dise la distance entre l'endroit, la source émise et la source donc, qui reçoit cette information. Il y a 30 cm d'écart entre les deux. On a la vitesse de l'onde qui fait 20 cm. Me semble-t-il que ce n'est pas compliqué. Il suffit de diviser l'un par l'autre. Des questions? Quelle est la relation entre longueur d'onde, période et vitesse de propagation d'une onde? Ça, il faut le savoir par cœur. La période temporelle, t, est égale à la période spatiale, lambda, divisée par la vitesse. Je vous rappelle que c'est toujours une vitesse. Ça, c'est toujours la même relation. Vitesse égale distance sur temps. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si on regarde, c'est la vitesse, donc c'est c, est égale à distance sur temps. Si moi, je ne veux que le temps, temps remonte au niveau du numérateur. Donc, temps va être égal à distance sur vitesse. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de pouvoir toujours vous en sortir, cette relation de base, V égale D sur T, km par heure. Rappelez-vous ce genre de choses. Ça aide très souvent à pouvoir travailler simplement. Également, un travail qui correspond à tous ceux qui veulent poursuivre, c'est de faire des applications numériques. Donc, toutes ces applications qui vous semblent toutes bêtes, faut-il les refaire et refaire avec des petites habitudes simples de rapidité. Dites-vous que l'an prochain, en fonction de vos sections, on ne prendra pas le temps, comme je fais souvent, de vous réexpliquer un petit calcul de base. Il faudra que vous y remettiez un peu la main à la poche. Qu'est-ce que le phénomène de diffraction? Le phénomène de diffraction, c'est lorsqu'une onde rencontre un obstacle dont la dimension est à peu près du même ordre de grandeur que la longueur d'onde du phénomène émis. Donc là, j'ai mis l'image d'une diffraction donc, optique, mais rappelez-vous, la diffraction que l'on peut voir également lorsqu'on regarde donc, sur une baie,
Diffraction. On a des images qui sont super belles de ces diffractions, où on voit bien ici la déformation de la baie en fonction donc du train d'onde qui est arrivé au niveau de l'obstacle. Le train d'onde, ce sont les vagues. L'obstacle, c'est juste l'étroiture qui est ici, hein, du port, par exemple, ou ce que vous voulez. Et ce train d'onde va arriver parallèlement à la côte, et arrivant de l'étroiture, il va partir dans toutes les directions. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, vous voyez, très souvent, on se rappelle de ça, ces comportements lorsqu'on rencontre un obstacle, etc. Mais moi, je dirais simplement que la diffraction, vous en rencontrerez dans toutes les formes, éventuellement aussi dans les sonorités, hein, donc en acoustique. Une onde arrive avec une même direction et repart dans toutes les directions. Là, je n'ai représenté sur ce dessin que la partie de la tâche centrale, mais sachant qu'il y a plein de tâches secondaires, la lumière part dans toutes les directions. Sur une baie, on le voit aussi, peut-être j'en cherche une qui soit vraiment jolie, mais me semble-t-il que celle-là n'est pas trop mal de voir, celle-là aussi est pas mal. Si on regarde bien de plus près, on voit bien ici qu'on a une zone, donc la tâche centrale, vous voyez, une zone un peu plus floue, où on voit que là, il y a moins de vagues. Et derrière, on revoit de nouveau un train d'onde plus marqué, plus brillant. C'est le fameux cône donc, secondaire, comme vous aviez ici, hein, sur cette image, le train principal, l'onde principale, la tâche principale, et ensuite les tâches secondaires. Dans quel cas obtient-on des interférences maintenant, constructives et destructives? La formule de base, me semble-t-il, interférence constructive, lorsque les ondes sont en phase, ou du moins quand la différence de marche est égale à un nombre entier de longueurs d'onde. D'accord, c'est la même chose. Il faut donc qu'il y ait au minimum deux sources, et l'interférence est destructive dans le cas où il y a un nombre impair de longueurs d'onde dans la différence de marche. Donc, je vous rappelle que la différence de marche est, on va peut-être le voir, de façon simple, notre ami Google va nous aider. Ça m'évitera de chercher dans les cours que vous avez également. La différence de marche, voilà, c'est très bien. Ici, cette différence de marche, vous la voyez, c'est la distance qui sépare le point que je regarde sur l'image de la première source. Là, il y a deux sources qui reçoivent la même information, donc cohérente, hein, issue par exemple d'un même faisceau de lumière. Et la différence de marche, c'est ça, c'est cette distance-là. C'est la différence de trajet entre la première source et le point observé et la deuxième source. D'accord ? Si cette différence de marche est égale à un nombre impair de longueur d'onde, c'est une interférence destructive. Si par contre ce nombre est pair, à ce moment-là, il y aura une interférence constructive, donc un maximum d'informations. Pas de visuel, mais ça me va bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, c'est à savoir. La partie optique, j'y reviendrai plus en détail sur ma révision, j'allais dire, en vue du supérieur. Définir chaque mouvement et attribuer l'expression du vecteur accélération. Notre fidèle cours le plus difficile de terminale, que vous avez peut-être certains encore du mal à digérer, il faut le reprendre, vous forcer à le reprendre. Si vous voulez une organisation de travail, il faut que vous demandiez, mais sinon vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce qu'on a fait pour revoir les parties concernant Newton, première, deuxième et troisième loi de Newton. Alors, définir chaque mouvement et attribuer l'expression du vecteur accélération qui lui correspond. Alors, rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme veut dire que donc, la trajectoire est une ligne droite et que la vitesse donc, est constante. Si la vitesse est constante, il n'y a pas d'accélération. Rectiligne uniformément varié. Un mouvement est rectiligne si sa trajectoire est une ligne droite, donc ça c'est évident. Et uniformément varié, ça veut dire que donc l'accélération est constante. Donc A est constant. Alors, proposez-moi un exemple, par exemple, de mouvement rectiligne uniformément varié. Donnez-moi un exemple. Pas tous à la fois. Lorsqu'on accélère toujours à la même allure dans une voiture, par exemple. Oui, tu as oublié un truc, c'est que... Ouf! Sur une ligne droite. Eh oui,
Alors voilà, ça c'est le cas le plus classique qui est très difficile à admettre, parce que c'est faux. Maintenant, il faut qu'on prenne un peu une dimension supérieure. C'est pas vrai, puisque dans une voiture, tu prends un cas réel dans lequel il y a des frottements et maintenir une accélération constante, c'est très difficile, puisqu'au fur et à mesure où la vitesse augmente, il y a des frottements de plus en plus importants qu'on appelle les frottements de l'air, les frottements dits fluides, qui sont proportionnels à la vitesse au carré. Donc, on aura beaucoup de mal à maintenir une accélération constante. Ce n'est pas parce que le pied de l'accélérateur est maintenu à la même position que l'accélération est constante. Donc, cet exemple, je ne le valide pas. J'en veux un autre. La chute libre. La chute libre, et lorsque je dis le mot chute libre, je suis bien obligé de faire attention, tout comme je viens d'entendre, à ne pas prendre un cas de parachutiste. Alors, proposez-moi un vrai mouvement de chute libre. Tom Cruise risque d'ailleurs d'être le premier acteur à bénéficier de cette chute libre. Je vous mets sur la piste quand même. Alors dites-moi. Eh ben, le mouvement de chute libre, c'est lorsqu'on est en dehors de l'atmosphère et qu'on tombe vers la Terre. Et Tom Cruise, parce que j'ai lu qu'il allait faire donc le premier réalisation de Mission Impossible, il compte le faire. Il est mégalo à bloc, le gars. Hein. Et il compte faire ça non pas un studio, mais carrément en milieu réel, c'est-à-dire sortir donc depuis un satellite dans l'atmosphère. Donc là, il sera en chute libre, puisqu'il sera attiré par la Terre, il n'y aura pas d'air, donc on est bien dans un cas rectiligne uniformément varié. Je pourrais peut-être y apporter une petite précision. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quoi peut-être on risque de se tromper dans cet exemple-là, de quelqu'un qui est dans un satellite et qui tombe vers la Terre? Qu'est-ce qui peut me faire dire que je me trompe également? Ben, les frottements. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'air. Ah. Alors, dites-moi. Ben, plus on est loin du centre de la Terre, plus la distance qui nous sépare du centre terrestre diminue. Si la distance diminue, je vous rappelle que l'accélération risque de changer au fur et à mesure, sachant que la constante de gravitation n'est pas la constante petit g, n'est qu'une constante au niveau de la Terre et non pas dans l'espace. Sinon, il faut travailler sur des forces d'origine gravitationnelle et regarder quelle est la distance qui sépare l'objet au fur et à mesure. Alors, pour le cas d'une personne qui sauterait d'un satellite, enfin sauter, excusez-moi, qui se laisserait tomber depuis un satellite, la distance, elle ne varie pas suffisamment par rapport au rayon de la Terre pour pouvoir avoir une accélération qui change. Donc, mon exemple reste valable. Circulaire uniforme, c'est un mouvement donc, qui est forcément sous forme d'un cercle. La trajectoire est un cercle et on se déplace à vitesse constante dans ce cercle, sachant très bien que pour maintenir une vitesse constante en parcourant une trajectoire circulaire, c'est très difficile puisqu'il faut changer de direction en permanence. Donc, il y a forcément accélération. C'est ce qu'on appelle l'accélération centripète de Freinet, dans le repère dans la base de Freinet. A égale V carré sur R, avec R étant le rayon de la trajectoire. Dans l'expression de la quantité de mouvement d'un point matériel en fonction de sa masse et de sa vitesse, P égale mv, ça c'est quelque chose que vous connaissez la formule, mais vous ne savez jamais l'utiliser. Hein. Je vous rappelle que si il y a un déplacement grâce à autre chose, hein, si un mouvement est induit par quelque chose, c'est qu'il faut donc prendre en compte la quantité de mouvement et pas autre chose. Et s'il y a variation de quantité de mouvement, il y aura variation de vitesse, donc accélération. On pourra utiliser la deuxième loi de Newton notamment, par exemple. Hein. Mais c'est exactement ce qu'il faut savoir, c'est que tout dépend de cette quantité de mouvement. Qu'est-ce que veut dire donc un système pseudo-isolé? Un système est pseudo-isolé si la somme des forces qui lui est appliquée est égale à 0. Et un exemple,
ben vous, en ce moment, qui êtes posé sur votre siège et qui regardez votre écran, normalement, vous êtes un système pseudo-isolé. Les forces qui s'exercent sur vous se compensent puisque vous n'êtes pas en mouvement. Sauf si vous agitez votre jambe, si vous bougez les bras, et qu'à ce moment-là, vous vous obligez à vous appuyer sur quelque chose pour vous mettre en mouvement. Troisième loi de Newton. Première, deuxième ou troisième loi, vous les connaissez toutes, hein, d'accord? J'ai oublié de mettre les flèches vecteurs, c'est pas très joli. Somme de force vectorielle égale vecteur nul, donc la vitesse est constante. Première loi de Newton, appelée aussi principe d'inertie, que vous voyez en seconde. Somme des forces égale MA, somme des forces égale dP sur dt, j'aurais dit, d'accord? dP sur dt, deuxième loi de Newton. Et la troisième, force d'action et réaction. Si un objet A agit sur un objet B, à ce moment-là, il y a une réaction mais de l'objet B à l'objet A dans un sens opposé. Même direction, même valeur, mais par contre, sens opposé. Les lois de Kepler, donc plus difficile. Là, ici, certains vont le réutiliser. Les lois de Kepler, tous ceux qui partiront en fac de sciences auront un module astrophysique. Et ce module astrophysique, en deuxième, troisième année, sera forcément basé sur les lois de Kepler, donc sur lesquelles on revient avec des applications beaucoup plus concrètes que nous, ce qu'on a fait, puisque nous, la seule qui nous a vraiment intéressé, c'est cette troisième loi de Kepler, qui montre qu'il y a un lien direct entre le temps que l'on met pour tourner autour d'un astre et la distance qui nous sépare de cet astre. Et cette relation, elle dépend, dans un cas favorable de trajectoire circulaire, de uniquement la masse de l'objet au centre. C'est comme ça qu'on a connu la masse du Soleil en considérant donc le temps que nous mettions nous pour tourner autour du Soleil. Y a-t-il des questions? Le classique, le classico, comme on dirait, ça fait bien longtemps qu'on a du mal à en parler de ce classico. Enfin, voilà. Dans l'expression du poids, P égale mg, le poids, c'est une force, un ressenti, d'accord, alors que la masse, c'est ce qui nous constitue et qui est indépendante du lieu géographique dans lequel on trouve. Et ce lieu géographique est à prendre en compte, est pris en compte, excusez-moi, par petit g, qui est l'intensité dite de pesanteur au voisinage de la Terre. La fameuse relation dont je parlais tout à l'heure, cette force dite gravitationnelle, cette force gravitationnelle qui relie un objet de son, par exemple, un satellite S qui tourne autour de la Terre, par exemple, à une altitude h. Donc, il faut que je prenne en compte et la distance qui me sépare du centre de la Terre jusqu'à notre satellite et également la masse des deux objets. Retrouvez donc la troisième loi de Kepler avec le calcul qui vous est proposé. Une fois que le calcul est fait, il suffit de éliminer donc tous les paramètres qui sont proposés. Ah, c'est pour ça. Tous les paramètres qui sont proposés, donc racine cubique, je n'ai pas trouvé plus simple, donc voilà. Et je fais tourner toutes ces formules pour pouvoir obtenir directement le petit h à l'intérieur donc de notre différentes relations, à revoir si besoin. La notion de travail, donc là, cette partie énergétique est fondamentale pour tous ceux qui vont faire la partie génie méca, génie élec et puis les autres formations comme prépa et IFAC. La notion énergétique, il faut vraiment que vous la repreniez. Et la notion de travail, je pense qu'on l'a abordée peut-être vite. Il va falloir forcément que vous y reveniez dessus sans nul doute. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Le travail, c'est une énergie qui permet de déplacer donc, de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Si une force F se déplace sur une distance A et B avec un certain angle. Donc, c'est pour ça que, donc, par exemple, prenons le cas des freins, dont on parlait tout à l'heure avec Michael, je crois que c'est Michael qui a parlé. Les forces de frein qui vont agir sur un trajet A et B pour pouvoir freiner la voiture, c'est-à-dire enlever de l'énergie cinétique et la donner aux freins, c'est-à-dire de l'énergie potentielle dans les freins, énergie thermique notamment. Donc, cette énergie, elle est donnée par le travail. C'est pour ça que cette force, elle est fondamentale et vous la rencontrerez partout. Donc, il faut que vous compreniez d'où elle vient. Un exemple simple, celui que je viens de citer,
plus classique, c'est-à-dire là, c'est le force de frottement constant, d'accord? Donc c'est pas évident à maintenir, mais par exemple, une barre de fer qui frotterait ou votre pied qui frotterait sur la roue de votre vélo, d'accord? C'est un frottement constant, et donc le travail que vous apporteriez, c'est-à-dire toute l'énergie thermique que vous récupéreriez, sur vos chaussures, serait donnée par cette relation-là. Tout dépend donc de la force avec laquelle on freine sur les pneus et la distance pendant laquelle on a freiné. Y a-t-il des questions? Relativité. Donc la relativité restreinte que nous avons vue, qui relie les durées propres et durées mesurées par cette relation, hein, qui disait que ben, la durée propre est forcément toujours vue de façon différente par rapport à la durée mesurée. La notion de temps propre, c'est un temps indiqué par une horloge qui est situé au même endroit que l'endroit où l'événement se passe, et le temps mesuré est le temps que l'on subit, hein, lorsqu'on regarde depuis un endroit nous fixe et l'autre c'est un mouvement, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'endroit où se passe l'événement. On va donc mesurer le temps mesuré. Je vous avoue que la relativité, là, ici, il y a très peu de programmes de début de première année qui parlent de relativité, parce que c'est un cas très spécifique, à moins qu'il y en ait qui veulent faire de l'astrophysique. Par contre, là, ici, fondamental, cette question, quelle est la relation entre la variation interne delta U et delta T? Donc là, ici, je vous proposerai un sujet que peut-être certains ont fait un SP sur la notion de burrito. Vous verrez, c'est une cruche particulière qui permet de rafraîchir donc, les boissons. Donc ceux qui ont fait l'aspect physique, ben, très bien. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils seront amenés à faire l'exercice pour la fin de semaine. Cet exercice assez difficile dans son approche, j'allais dire, globale. Et à la suite de cet exercice, vous aurez une deuxième partie qui concerne les équadifs que l'on abordera jeudi. Donc, c'est pas mal que vous commenciez à frotter ceux qui veulent donc poursuivre. Donc, j'en reparlerai à la fin. Voilà la formule. L'énergie interne, elle est liée au changement de température et également au travail des forces dites microscopiques, c'est-à-dire les forces à l'intérieur de la matière qui agissent, donc les forces, donc, par exemple, d'origine cinétique ou potentielle. La relation quantité de mouvement constante Planck longueur d'onde, je vous rappelle que l'on a établi que des petits objets de petite masse peuvent se comporter à la fois comme une onde et à la fois comme une particule en mouvement, avec les grandeurs classiques donc de quantité de mouvement. Et donc cette relation P égale H sur lambda, j'espère que vous êtes allé voir cette BD que je vous ai demandé. Si vous avez pu aller à la médiathèque, vous avez peut-être pu voir donc cette BD. Je vous encourage, si vous êtes intéressé. Très sympa, en train de faire de révisions sur toute la partie onde et le lien avec le supérieur sur les différentes équations, notamment de Schrödinger ou de Maxwell, sur lesquelles vous allez vous casser la tête fin de première année, début de deuxième année de classe prépa, si vous comptez faire ça. Le numérique, donc là ici, beaucoup d'entre vous vont y travailler. Tout à l'heure on parlait de IUT Info, MMI, Génie Élec, tout ça. Il y a une partie également forcément de numérique. Quels sont les signaux qui sont analogiques d'autres numériques? Mais par définition, un signal est analogique s'il possède une infinité de variations. C'est le cas du A. Et s'il y a un nombre fini de variations, c'est le cas du B, on aura donc un signal numérique. Évolution de la température au cours d'une journée, mais cette évolution, si ce n'est pas une prise de mesure, c'est forcément une donnée qui va être analogique, obligatoirement. Affichage toutes les heures des températures, puisque c'est toutes les heures, c'est une donnée qui est discrète, c'est-à-dire qui n'est prise que de temps en temps, comme peut l'être une donnée numérique. Un film diffusé en streaming, me semble-t-il, est une donnée obligatoirement numérique, puisque vous le regardez sur un ordi, donc qui est forcément une information numérisée. Le son émis par un haut-parleur, c'est forcément une information analogique, puisqu'elle peut prendre une infinité de variations, de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz pour le domaine fréquentiel,
Et ensuite, en termes d'intensité acoustique, ou de niveau acoustique, elle peut aller, vous savez, de 0 à au moins 140 dB, donc avec toutes les variations possibles décimales. Un film enregistré par ce qu'ont utilisé vos parents ou grands-parents, un magnétoscope sur cassette VHS, ben c'est une donnée analogique puisque c'était une bande, comme les petites cassettes, vous savez, audio à ruban. Toutes ces informations sur support magnétique sont des données analogiques et non pas numérisées. Là, ici, il n'y a pas de doute, vous l'avez tous reconnu. Signal numérique. Des questions? Pour finir, hein, la dernière partie, le débit binaire mesure la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Si l'unité comporte n bits pendant une durée delta t, le débit binaire est défini par d égale le nombre de bits divisé par delta t. Et 8 bits correspond à un octet, il faut se rappeler, un byte, hein, voilà comment on l'appelle en anglais, BYTE. C'est pareil. Lors d'une transmission, le signal subit un affaiblissement, produisant une dissipation d'énergie par l'intermédiaire de cette relation. Et l'affaiblissement, c'est la division, la comparaison entre ce que l'on reçoit et ce que l'on a émis. Alors pourquoi c'est à l'envers par rapport à ce qu'on est habitué? Parce que l'affaiblissement est forcément négatif. Il y a une perte d'information à la suite, à la sortie du canal de transmission. Donc, il faut forcément inverser le log. C'est comme si j'avais écrit moins log de PR sur PE. Moins 10 log de PR sur PE. C'est pareil que 10 log de PE sur PR. J'ai inversé. La suite, vous la voyez sur l'écran. C'est un exercice que je vous avais d'ailleurs demandé en classe. Y a-t-il des questions sur la partie physique? N'hésitez pas à prendre la parole. Je regarde sur le Discord éventuellement. Ok, ça marche. Passons à la partie chimie. Donc là, ici, pour la partie chimie, vous aurez donc, bien entendu, une partie de révision que je ferai très certainement dès la semaine prochaine sur la partie révision donc, de la chimie complète, puisqu'il faut mêler les deux. J'ai su, en fait. Mastodompathe de dossier. Voilà. Les différentes familles organiques qu'il faut que vous connaissiez. Il ne faut pas juste les reconnaître, il faut les connaître. Maintenant, il n'y a pas de doute. C'est quelque chose qui va vous rendre service et si vous les connaissez. Ça fait partie de programmes vastes, hein, d'autres le reprendront en entier, mais surtout en chimie, si vous faites la fac, dès la première année, vous aurez un module de chimie orga assez important. Et ceux qui font les SP physiques l'an prochain, SP, tout ce qu'ils vont faire PC, PC, PCSI, MPSI, vont faire de la chimie orga aussi, niveau peut-être un peu moins important en première année. Alcool, groupe hydroxyle, le groupe carbonyle en fin de chaîne pour l'aldéhyde, le groupe carbonyle en milieu de chaîne pour une cétone, le groupe carboxyle COO en fin de chaîne pour un acide carboxylique, alors qu'il est en milieu de chaîne pour l'ester, le groupe carboxyle, l'alcène reconnu par sa double liaison, le groupe amine qui est en milieu fin, toujours une extrémité quelque part, hein, enfin, il peut être en milieu de chaîne, il n'y a pas d'obligation. Ce groupe amine, c'est représenté par un azote et au bout duquel vont se terminer deux autres terminaisons sur lesquelles il n'y a pas du moins d'oxygène, mais des chaînes carbonées par exemple, c'est amine. Sinon, c'est le groupe amide avec le groupe CON en milieu de chaîne, comme vous avez pu le voir. On avait parlé, nous, de cinétique chimique, c'est-à-dire qu'on s'était rendu compte qu'il y a... j'ai dû lancer l'application, merde. La cinétique chimique, donc, c'est de pouvoir comptabiliser le temps au bout duquel une réaction se finit. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps dit de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction, c'est le temps que met une réaction effectuer la moitié de son avancement maximal. Et là, j'ai tout bougé, là, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc, le principe. Ici, donc, le temps de demi-réaction, ben, si on voit que j'ai tout décalé, en fait, bon, c'est pas grave. Voilà, je regarde quel est le temps au bout duquel la réaction est finie. Donc, je vois que là, par exemple, on est légèrement aux alentours de 40.
Donc si c'est l'avancement maximal 40 10-4, puisque ce sont des moles ici, à ce moment-là, il faut que je regarde pour 20 quelle est la quantité donc, de moles proposée. Je vais regarder, donc c'est ce que j'appellerais le temps dit de demi-réaction, qui est tout décalé. Je ne sais pas pourquoi. Approximativement, hein, d'accord. Et donc, on se retrouve donc avec ici une valeur aux alentours de 7, mais ça bug, je n'arrive pas à déplacer. Donc, on est aux alentours de 7, vous voyez, 7 minutes. Voilà le temps pour cette explication. Et voilà, ça se met à se décaler d'un coup. Bravo. Voilà. Donc, la notion donc, de terme de facteur cinétique, ce sont les éléments qui vont permettre de changer le temps de réaction, donc qui vont accélérer la vitesse de réaction, comme par exemple, on l'avait vu, la nature du solvant, la concentration des réactifs ou éventuellement la température du milieu réactionnel. Voilà des éléments donc, qui favorisent, qui peuvent changer la vitesse d'une réaction. Donc là, je suis un bug, ça ne fonctionne pas. On va fermer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je vais garder le reste. J'ai la machine qui souffre. Attendez, je vais passer à la suite. Ne veut pas. Est-ce que vous avez des questions, peut-être en attendant? Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Comment se nomme la représentation que nous avons ici? Donc, la première forme que vous voyez ici, ce n'est pas une forme topologique, hein, même si on voit des traits. Ce sont uniquement la représentation spatiale d'une molécule donc, qui a un relief, qui n'est pas une molécule plane. Donc, ça s'appelle la représentation de Kram. Je vous demandais la notion de molécule chirale. Donc, rappelez-vous, les deux mains sont chirales, ce sont des images qui ont une image dite spéculaire, qui ne lui est pas superposable. Une image spéculaire, je vous rappelle, c'est la définition du livre, hein, c'est une image d'un seul miroir, hein, de la molécule. Les deux images dans leur miroir ne se superposent pas. On voit bien ici que la molécule, d'ailleurs, n'est pas chirale, puisqu'elle possède deux groupes identiques. Le carbone, ici, donc, ne peut pas être asymétrique, on ne peut pas y mettre d'astérisque, puisqu'il y a deux groupes identiques à la suite. Il ne veut pas me laisser tranquille. Possède-t-elle donc un énantiomère? Bien sûr que non, elle ne peut pas avoir d'énantiomère puisqu'elle n'a pas de carbone donc, asymétrique. Elle n'est pas chirale, donc elle ne peut pas avoir d'énantiomère. La spectroscopie infrarouge, comment se nomme la grandeur représentée en abscisse? Ce sont, on l'a vu, des longueurs d'onde sur le spectre infrarouge. En ordonnée, c'est la facilité de transmettre l'information. Donc ici, lorsqu'on a des creux, en fait, ce sont des bandes qui sont absorbées, puisqu'elles ne sont pas transmises, hein. Là, on est au maximum de transmission, là au minimum. Donc si ce n'est pas transmis, c'est absorbé, et forcément l'inverse. Donc là, ici, les longueurs d'onde de cette molécule, si des longueurs d'onde sont proposées, on retrouvera donc le signal, elles ne sont pas absorbées, elles sont transmises, alors que là, on a des bandes absorbées, plus ou moins fines, qui sont caractéristiques d'ailleurs de certaines familles organiques que l'on retrouve donc en spectroscopie infrarouge. En spectroscopie RMN, l'unité du déplacement chimique, partie par million, je vous avais dit que c'est une unité qui est empirique, qui nous dit simplement que les vibrations sont si faibles que donc forcément on ne prend que des parties infinitésimales de ces variations pour pouvoir observer quelque chose. Donc là ici, tout ce qui vont faire DUT chimie, vous allez en faire énormément, c'est évident. Mais après, la spectroscopie se voit RMN
se voit pas mal en fin de deuxième année de vos parcours universitaires, prépa ou autre. Qu'appelle-t-on intégration par signal RMN? Ben, c'est le tracé d'une courbe qui est proportionnelle au nombre. Magnifique, la coquille, superbe. Je ne peux pas accéder à mon clavier, donc bravo. Bravo, 2 en plus. Donc, les courbes d'intégration ici, elles sont proportionnelles donc au nombre de protons qui possèdent les mêmes caractéristiques, le même environnement que le proton, que les autres protons. Donc, si ce groupe de protons vibre aux alentours de 2, un peu plus de 2 ppm, ça veut donc dire que ils ont une hauteur qui correspond directement au nombre de protons qu'ils sont. La multiplicité, le nombre de raies que forme un signal, cela correspond au nombre de voisins du proton correspondant au signal. Donc ceci, on l'avait vu, je vous encourage toujours à vous rappeler ce petit tableau sur lequel nous avions travaillé. C'est ce qui permet de bien se rappeler et comprendre la notion de spectroscopie RMN. Je vais peut-être avoir accès à la suite. Non. L'autre, c'était une synthèse, c'est un calcul sur une synthèse. Donc la synthèse, je vous rappelle que le rendement d'une synthèse est un calcul particulier, puisqu'il ne prend en compte non pas la quantité de réactifs et les quantités de produits, mais la quantité donc, de réactifs, de produits, excusez-moi, que l'on a expérimentalement par rapport à la quantité qui était attendue théoriquement. Donc cette quantité-là, représentée par petit n ou petit m sur grand M, se calcule donc de la même manière si on travaille avec un nombre de moles ou directement les masses molaires, puisqu'on parle du même produit à chaque fois, grand M. Je ne sais pas ce qu'il a là, mais il y a un truc qui ne bouge pas la machine. Ça ne va pas bouger. Donc, il suffisait de diviser en fait les masses des deux valeurs que l'on obtient, qui comparent la valeur pratique à la valeur théorique. La théorie étant toujours plus grande, bien entendu. Quelles sont les erreurs possibles? Les erreurs que l'on a, c'est des pertes de matière lorsqu'on fait notre relevé final, c'est-à-dire qu'on peut en laisser sur le support dans lequel on a travaillé. On peut également avoir une extraction qui n'a pas été bien faite, donc on n'a pas assez attendu de temps. On a considéré que le temps était à peu près bon, mais il a manqué en fait. Qu'est-ce qui pourrait agir pour pouvoir augmenter ce rendement? Il est vrai que le catalyseur, lui, il influe sur la vitesse de la réaction, mais pas sur le rendement. Donc, si simplement notre temps à nous, c'est notre facteur de limitant, si on s'est trompé parce qu'on n'a pas laissé assez de temps, il est vrai qu'un catalyseur peut favoriser, si vous voulez, cette prise de quantité supplémentaire. Je ne sais pas ce que c'est OLE, qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Il n'est pas que. Voilà. Donc, le catalyseur, lui, par contre, je vous rappelle qu'il est utilisé par les réactifs et donc il n'est pas. Allez. Ça risque de sûrement fermer là. Donc, tant que ça ferme, ça sera peut-être arrangé. Excusez-moi, je suis désolé. À quelle catégorie de réaction a-t-on lieu ici? Eh bien, on voit deux réactifs, un produit. C'est donc forcément une réaction d'addition. Compléter le schéma réactionnel entre l'eau et la molécule ci-contre en matérialisant le déplacement des doublés. Donc là, ici, on voit bien que le site principal a été modifié, c'est le N qui est ici, avait 3 liaisons, il se retrouve avec 4 liaisons et un signe plus signifiant qu'il y a il a perdu un doublé non liant et qu'il y a donc une liaison nouvelle qui a été proposée. Donc, je vous propose donc de dire que le site N qui est ici et du moins le doublé non liant qui est ici est un site donneur d'électrons qui va le donner donc au carbone proposé ici. Ce carbone ensuite va proposer, donc il va y avoir une surcharge de liaison au niveau du carbone qui ensuite va obliger la rupture de la liaison entre le C et le Cl. Donc il y a d'abord formation, puis rupture, je vous rappelle, c'est toujours dans cet ordre-là. Donc deux flèches courbes pour pouvoir représenter donc notre mécanisme réactionnel. Des questions? Selon la théorie de Bronsted, qu'est-ce qu'un acide? C'est une espèce capable de céder. L'acide est capable de capter, de céder un proton. Il y a un bug là. Attendez, à moins que je me sois trompé.
Oui, c'est parce que j'ai oublié, j'ai répondu à la deuxième en fait. L'espèce capable de capter un proton, ça va être donc la base, et l'espèce qui va être cédée, c'est un acide. Là, il y a un bug là, mais je ne peux pas avoir accès à mon clavier, excusez-moi, je ne peux pas modifier. Donc vous modifierez. Je ferai attention à la correction que je mettrai sur Paddle. L'ion pyruvate est une base conjuguée de l'acide pyruvique. Si on a l'acide formé ici, on reconnaît le groupe caractéristique COOH ici, qui va donc perdre son H+. Cet acide, en perdant son H+, va avoir donc un moins qui apparaît. Et donc, on a bien ici la base conjuguée de l'acide pyruvique, c'est l'ion pyruvate. Le pKa vaut 2,4 d'un couple donné. Quelle est l'espèce chimique qui prédomine si on dispose d'un pH de 5? Ben, on voit bien ici que le pH de 5 est plus grand que le pKa dans le diagramme de prédominance, situé en dessous. Donc, si le pH est plus grand que le pKa, à ce moment-là, c'est la base qui va prédominer. Et donc ici, là, j'aurais dû d'ailleurs rajouter les crochets, puisque c'est faux, cette manière d'écrire. C'est le crochet ici de la concentration en acide AH est plus petite que la concentration en base conjuguée A-. Comment reconnaît-on un acide fort d'une base forte? Un acide fort, en fonction des relations, s'il dissocie totalement l'eau, voilà la définition de base, ou sinon, si quand on mesure le pH, il est égal à moins log de la concentration solute apportée, et base forte, c'est pH est égal à 14 moins log de C, donc 14 plus log de C. Donc, c'est des formules qu'il faut que vous rappeliez. Une solution, un acide fort, je vous rappelle, s'il est capable de dissocier totalement l'eau, en fait. Que vaut le pH d'une solution d'acide fort de concentration 1,2? S'il vaut 1,2, on n'a qu'à utiliser la relation inverse de celle de dessus, fonction donc réciproque qui dit que si pH égale moins log de C, à ce moment-là, on va pouvoir donc trouver pH donc, est égal à moins log de 1,2. Je me suis trompé là en disant, qu'est-ce que j'ai dit de bêtises? Je reprends. On cherche le pH, on a la concentration en soluté apportée, ou du moins la concentration de l'acide dit fort, donc on peut se servir directement de la relation qui est au-dessus, il n'y a pas de problème. Donc pH égale moins log de 1, 10-2. Voilà, je me suis repris, excusez-moi. Log et 10 puissance sont deux fonctions qui s'annulent entre elles, et donc fait que donc, il ne reste que le petit 2, moins 2, ça fait bien 2 uniquement. On considère la réaction donc, suivante, dans laquelle un acide se dissocie ici. Exprimer le Ka, donc le Ka, on l'a vu, c'est concentration d'H3O+, fois la concentration en base conjuguée divisée par la concentration en acide, donc l'acide conjugué, AH. Si ce dernier vaut 10-5, que vaut le pKa? La relation elle est toute simple et elle est écrite ici, c'est moins log de Ka, donc pH plus log des deux rapports des deux concentrations. Donc soit on a la valeur de Ka, soit on a les valeurs des concentrations, comme on a pu le faire cette année en exercice. Donc on a fini pour cette partie-là. Donc c'est bien ce que je pensais, il faut à peu près 1 heure pour faire ceci. Je vous encourage à revenir peut-être sur les différentes définitions qu'on a vues. Maintenant, si vous avez des questions particulières, à ce moment-là, je vous écoute maintenant. N'hésitez pas, et puis après, je vous dirai la suite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la correction elle est disponible sur le Padlet ou Pronote? Je vais le mettre, oui. D'ailleurs, tu as raison, je crois que je n'ai pas mis pour mon Pronote à jour, mais voilà, comme je vous tiens un jour par mail, tout ça. Mais je vais le faire et je le mettrai sur Padlet aussi. Ça marche, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Si vous n'avez pas de questions particulières, je n'ai pas de nouvelles pour notre fin d'année, donc je ne sais pas comment on va être fait, les conseils de classe, tout ça, les repêches, tout ça, tout va être vu au fur et à mesure. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Officiellement, la reprise des cours n'est pas encore dite. Je ne sais pas s'il va y en avoir, je ne sais pas encore. Donc, tant que je ne sais pas, je ne dis pas plus. Donc, pour moi, voilà ce que je vais faire. Jeudi matin, je vous propose donc
à tous ceux qui sont intéressés. Génie méca, génie élec, classe prépa, IUT, donc je les ai cités. Je vais faire donc un cours que je vais mettre également sur le Padlet, que j'ai trouvé tout fait, hein, d'accord. Vous regarderez, ça reprend ce qu'on appelle l'électrocinétique, mais également ça fait le lien avec la partie génie méca, surtout ce qui va être la notion d'oscillation. Donc en clair, c'est le programme de l'ancienne Terminal S. Et là, pour vous montrer, j'ai trouvé un cours qui était pas mal. C'était un cours de STL, donc vous voyez, c'est de fin des années 90, pour vous dire que les programmes ont bien changé. Et donc, ce cours est très bien, très simplement fait. Et donc, je reviendrai sur tout ce qu'on appelle la loi d'Ohm généralisée concernant les composants. Une fois que j'aurai vu ça, je vous expliquerai ce que veut dire le mot équadif. Ensuite, je vous propose comment ça se résout. Et ensuite, je vous proposerai en génie méca le parallèle. Donc, comment en mécanique, on peut étudier des oscillations d'un système, soit des oscillations qui sont dites critiques, soit des oscillations qui sont entretenues, soit des oscillations qui s'amortissent assez rapidement. Donc tout ça, c'est un vocabulaire que vous allez voir l'an prochain. On prend un peu d'avance, mais me semble-t-il que c'est important que vous considériez, que vous voyez un peu à l'avance cet outil mathématique qui pose problème souvent les premiers temps à ceux qui le redécouvrent parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Donc au moins vous aurez vu un peu ce genre de choses. Donc jeudi matin, 11 h. Je vous propose également, donc je le redis, mais c'est pas grave, ceux qui veulent bosser une partie du programme de cette année, parce que leur programme de l'an prochain s'y prête. Avec plaisir, vous me dites et on voit. Je vous proposerai également un sujet, je reviens sur la partie donc, échange de chaleur, ce qu'on appelle la thermodynamique, sur laquelle je travaillerai également les semaines à venir, qui est un sujet de SP, qui a sûrement été donné par ceux qui ont fait SP avec un monsieur Roman ou monsieur Storz peut-être. Voilà, je l'ai vu, donc j'ai dit que c'était pas mal, je vais vous le faire bénéficier. Et ce serait pas mal que vous le fassiez avant jeudi, ceux qui veulent venir au cours de jeudi. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, s'il y a d'autres choses, vous me direz. Ceux qui veulent faire la repêche, ben, peut-être qu'on y travaillera plutôt en juin, je pense. Mais ceux qui veulent, ceux qui peuvent, il n'y a pas de problème. Je ferai avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions à me demander? Ok. Ben, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous dis donc à ceux qui veulent, vous avez compris le programme. Donc, jeudi, pareil, jeudi à 11 h, on voit où on en est, on s'arrêtera à midi, on voit quelles sont les difficultés, puis on reproposera un autre créneau. Sinon, pour ma part, le programme classique est fini. Donc, je ne travaillerai que sur la demande, sur ce que vous voulez. Donc, je pense l'avoir assez répété. J'espère que c'est entendu par tous. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis donc à très vite. Merci de me tenir au courant, s'il vous plaît, de vos poursuites, parce que tout le monde ne m'a pas envoyé encore vos hésitations ou vos réussites ou vos déceptions. N'hésitez pas. Je peux y apporter des informations. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.